Voici l'histoire de l'émergence du monde moderne telle qu'elle n'a encore jamais été racontée. Une perspective nouvelle qui montre comment la civilisation s'est propagée à travers le monde. Depuis l'aube de l'humanité et l'apparition des premières cités et des premiers empires, jusqu'à la croyance en un Dieu unique. Nous allons suivre l'avancée des peuples originaires du Proche-Orient. Une région extraordinaire qui, pendant des millénaires, a constitué un lien vital entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Un carrefour économique, scientifique et culturel. Accompagnez-nous dans cette odyssée fabuleuse. De l'Orient à l'Occident. Aux abords de la ville de Sivas en Turquie, des cavaliers se sont rassemblés pour jouer au djirit, un sport équestre qui existe depuis des siècles et se pratique avec un javelot. Pour chaque participant, c'est l'occasion de démontrer son courage et son adresse. Les membres de chaque équipe doivent essayer d'attraper au vol le javelot de l'adversaire avant de se lancer à sa poursuite. Mais le djirit est plus qu'un jeu. C'est une tradition très ancienne qui a permis aux ancêtres de ces jeunes gens de perfectionner leur talent de cavalier et de guerrier, avant de se lancer à la conquête du monde. Il y a 1000 ans, les frontières entre le Proche-Orient et l'Asie mineure semblaient clairement délimitées. D'un côté, les grands empires islamiques, de l'autre, les régions contrôlées par les Byzantins, les successeurs chrétiens des maîtres de l'Empire romain d'Orient. Mais des influences nouvelles ont commencé à s'imposer dans les steppes lointaines d'Asie centrale, menaçant l'ordre établi. Ce sont d'abord les Turcs seldjoukides qui ont franchi des milliers de kilomètres pour s'attaquer aux Byzantins. Dans leur sillage, Gengis Khan et ses hordes mongoles ont semé la destruction dans le monde islamique avant de se convertir. Sont ensuite venus le grand Tamerlan, l'instigateur de la Renaissance islamique depuis sa capitale Samarcande, et ses descendants les Moghols. Leur domination en Inde a produit une des civilisations les plus riches et les plus remarquables de tous les temps. Voici l'histoire de cette région qui a donné naissance à quelques-uns des plus grands empires qu'on ait jamais connus. Des empires qui ont transformé l'équilibre entre les puissances mondiales et redéfini l'Orient et l'Occident. Voici l'histoire du creuset asiatique. Il y a 1000 ans, les steppes sauvages d'Asie centrale étaient sillonnées par des peuples de cavaliers nomades.
Conquise par les armées arabes, cette région immense se trouvait aux confins du monde islamique. Elle s'étendait jusqu'à la Chine et la Mongolie à l'est, la mer Caspienne à l'ouest, l'Afghanistan au sud et la Russie au nord. C'était un carrefour vital entre l'Orient et l'Occident, pivot de la route de la soie par laquelle transitaient les marchandises de Chine et d'Inde à destination de l'Europe. Au XIe siècle, les habitants les plus puissants de toute cette zone étaient un peuple d'origine turque récemment converti à l'islam, les Seldjoukides. Ces guerriers avaient établi leur domination sur ces terres sauvages et inhospitalières. L'existence dans les plaines était extrêmement difficile. Le climat était rude. Les chasseurs et les éleveurs vivaient de façon très spartiate. C'étaient des guerriers obligés de se battre pour survivre. Des cavaliers et des archers émérites. Pendant plus de 3 siècles, en quête de pâturage et de butin, les Seldjoukides ont conquis les steppes, puis ont commencé à s'aventurer au-delà des frontières de l'Asie centrale, vers l'Anatolie, aujourd'hui en Turquie. Cette soif d'expansion allait changer l'équilibre des forces mondiales. Elle marquait le début des affrontements entre les civilisations occidentales et orientales, entre les Byzantins chrétiens et les Turcs musulmans. C'est ici, près de Malazgirt, dans l'est de l'Anatolie, que les armées seldjoukides et byzantines se sont retrouvées face à face le 26 août 1071. Le sultan seldjoukide Alp Arslan a conduit son armée à la lisière de la plaine. Ces étendues arides et désolées constituaient un champ de bataille idéal pour une armée habituée aux steppes d'Asie centrale. La plaine ouverte était parfaitement adaptée à la stratégie des Turcs. Les petites collines leur permettaient de monter des embuscades et d'attirer l'ennemi vers eux. Comme dans la steppe, ils pouvaient se déplacer rapidement à cheval et mettre en pratique leurs tactiques. Parfaitement adaptées au terrain, les armées d'Alp Arslan avaient déjà largement affaibli l'ennemi par une campagne incessante d'escarmouches et de sabotage, brûlant les récoltes et empoisonnant les puits. Mais la cavalerie seldjoukide était en infériorité numérique. Alors, au lieu de se lancer dans un assaut général, les Turcs ont harcelé l'ennemi, lançant de petites attaques répétées afin de l'attirer dans un piège mortel. Les Seldjoukides étaient des guerriers rapides, bien armés et surtout d'une grande habileté. Les flèches des Seldjoukides étaient très efficaces, même contre les armures des Byzantins. Se sentant défiés, l'infanterie byzantine est passée à l'attaque. À son approche, les Turcs ont fait semblant de battre en retraite. Mais très vite, leurs archers à cheval, qui s'étaient embusqués derrière les collines, se sont élancés. Dans les rangs byzantins, la confusion était totale. L'armée a été écrasée par les Turcs. Contre toute attente, les soldats d'Alp Arslan ont ainsi détruit la puissante armée byzantine et l'Empire chrétien a perdu les terres fertiles d'Anatolie.
Appelée Pays de Roum sous la domination des Byzantins, cette région était désormais le sultanat seldjoukide de Roum, dirigé par les souverains musulmans. Leur nouvelle capitale, Konya, est devenue le centre spirituel et culturel de l'État seldjoukide. Savants, artisans et religieux, y compris les adeptes du soufisme, une doctrine mystique de l'islam, tous ont afflué à Konya, qui s'est enrichi de l'héritage culturel d'Asie centrale et du Proche-Orient. Le départ des Byzantins et l'arrivée des Seldjoukides se sont traduits par un changement de régime radical, mais n'ont pas marqué pour autant une rupture totale avec le passé. Avant la conquête de la région par les Seldjoukides, la Cappadoce, le pays des beaux chevaux, avait été pendant des siècles un foyer de la chrétienté en Anatolie. Aujourd'hui, dans les canyons et les collines autour d'Aksaray, on peut encore admirer au milieu des habitations des églises rupestres et des monastères chrétiens. Dans la vallée d'Ilara, une gorge de 25 km de long, des vestiges archéologiques témoignent de la relation remarquable qui s'était nouée entre les chrétiens et l'envahisseur musulman. Cette magnifique chapelle rupestre date de 1290. C'était le caveau de citoyens riches qui avaient les moyens de la faire décorer dans le plus pur style byzantin. On peut voir les archanges vêtus comme on les représentait 200 ans plus tôt, à l'apogée de la civilisation byzantine. Et voilà la figure du Christ transfiguré. Et de l'autre côté, les 12 apôtres. Au fil des siècles, les fresques se sont dégradées. Malgré tout, on peut encore voir comment était décoré le tombeau d'un riche chrétien vivant sous la domination des Seldjoukides. Leur dynastie n'avait pas seulement conquis des terres immenses, elle avait aussi gagné les cœurs et les esprits. Ici, on a une fresque tout à fait remarquable. On n'a rien retrouvé de semblable ailleurs en Turquie et certainement pas en Cappadoce. C'est un personnage masculin, habillé à l'orientale, avec un turban, une grande barbe noire, une longue robe blanche et une épée. Il est à côté d'un autre homme en qui on reconnaît le saint chrétien Saint Georges. Qui était cet homme? L'inscription sur le mur a été peinte à la même époque. Le plus important, c'est le texte en grandes lettres blanches. Il nous indique très clairement qu'il s'agit de Basile Giagoupès, commandant des troupes chrétiennes et certainement propriétaire terrien. Pourtant, il ne soutenait pas l'empereur byzantin Andronicus, mais le sultan Massoud II.
Bien que chrétien d'ascendance byzantine, Basile Giagoupès avait adopté le mode de vie des conquérants. Non content de s'habiller à la mode turque, il avait aussi fait serment d'allégeance au sultan seldjoukide. C'est un instantané passionnant de la façon dont les chrétiens aisés vivaient, travaillaient et servaient la dynastie seldjoukide. Ils pouvaient aller jusqu'à se battre et probablement mourir pour elle. Apparemment, les deux populations se sont mélangées assez facilement dans le centre du pays, ce qui explique que l'islamisation a été aussi précoce par ici. Grâce aux interactions ethniques, religieuses et culturelles, la frontière entre les vainqueurs et les vaincus s'est peu à peu estompée. À ce carrefour culturel, la limite entre Orient et Occident est devenue floue. Cette effervescence a été renforcée par le défilé incessant des caravanes qui faisaient la navette entre l'Est et l'Ouest sur la route de la soie. Afin d'aider voyageurs et marchands, les Seldjoukides ont fait construire des caravansérails fortifiés. Distantes de 30 à 40 km, l'équivalent d'une journée de voyage, ces auberges routières ont favorisé l'essor commercial entre l'Orient et l'Occident. Au XIIIe siècle, les Seldjoukides régnaient sur un empire immense qui comprenait l'Anatolie, mais aussi une partie de l'Asie centrale et du Proche-Orient. Dans leur pays natal, les chefs tribaux gouvernaient au nom du sultan seldjoukide. L'Asie centrale a alors connu une période de stabilité politique et de prospérité extraordinaire. C'est ainsi que Boukhara, aujourd'hui en Ouzbékistan, est devenue une des villes les plus riches et les plus dynamiques du monde musulman, comme l'illustre un des derniers joyaux architecturaux de cette époque. En 1127, le khan Karakanid al-Parslan fait ériger le minaret Kalian. Le minaret a été construit pendant l'âge d'or de la civilisation islamique, quand Boukhara était le centre culturel et religieux du monde musulman. Haut de plus de 50 mètres, le minaret Kalian est une prouesse d'ingénierie. À l'époque, c'était le bâtiment le plus élevé d'Asie centrale. Les fondations ont dû être creusées à plus de 9 mètres de profondeur pour supporter son poids. Du haut du minaret, on pouvait voir les caravanes entrer et sortir de la ville. De fait, ils faisaient aussi office de tour de guet. Mais avant tout, c'était de là-haut que le muezzin appelait les musulmans à la prière. Au début du XIIIe siècle, Boukhara était le symbole d'une réussite extraordinaire. Mais en 1220, s'est produit un événement qui allait bouleverser l'avenir de la ville, mais aussi celui de l'Asie centrale et de l'Empire seldjoukide. Au lieu des habituelles caravanes commerciales, les guetteurs postés en haut du minaret monumental ont découvert un spectacle terrifiant. Une armée d'envahisseurs en ordre de bataille. Les Mongols étaient aux portes de la ville.
À leur tête, l'un des conquérants les plus féroces et les plus redoutés de l'histoire, Gengis Khan. Les origines de Gengis Khan. Quand le peuple des Yourtes eut fait serment de fidélité, ils levèrent l'étendard blanc aux 9 queues et donnèrent à Gengis le titre de Khan. Gengis Khan a été l'un des plus grands chefs de l'histoire. À sa naissance, il n'était rien. Et pourtant, il a fondé le plus grand empire terrestre du monde, bien plus vaste que l'Empire romain. En 1220, Gengis Khan avait déjà réussi à unifier les tribus de Mongolie et régnait également sur un territoire qui couvrait la moitié de la Chine. Il s'est ensuite tourné vers l'Asie centrale. Les habitants de Boukhara ont refusé de se rendre, convaincus à tort qu'ils parviendraient à résister à ce redoutable ennemi en se réfugiant dans l'enceinte de leur citadelle, l'Arc. Reconstruit à plusieurs reprises depuis le 5e siècle et entouré de murs de 20 mètres de haut, cet ouvrage de fortification était une véritable ville dans la ville. Après avoir pris la ville, Gengis Khan entre à cheval à l'intérieur du principal bâtiment de l'Arc. Il déclare alors à la population: « Je vous ai été envoyé par Dieu en punition de vos péchés et de vos mauvaises actions. » Les habitants sont chassés de la ville. Toutes les maisons sont pillées et les lieux saints profanés. Les Mongols s'emparent de tout ce qu'ils trouvent. Les répercussions de la défaite ont été terribles. Les monuments de Boukhara, symbole d'une culture florissante depuis 4 siècles, ont été détruits. Seuls ont été épargnés la citadelle et le minaret Kalian qui dominait un champ de ruines, dernier vestige d'une cité autrefois illustre. Il n'est guère étonnant que l'invasion de Gengis Khan en Asie centrale ait semé la terreur dans le monde musulman. Pour ses ennemis, c'était un cauchemar. Aujourd'hui, les populations du Proche-Orient le considèrent toujours comme un boucher, le responsable de la destruction totale des plus grandes villes d'Asie centrale et du monde islamique. Gengis Khan a ensuite continué sa progression vers l'ouest. Toutes les villes qui résistaient ont subi le même sort que Boukhara. Konya, la capitale des Seldjoukides, et Bagdad, où se trouvait la plus ancienne des maisons de la sagesse. Désormais, l'empire mongol s'étendait sur des milliers de kilomètres. Il couvrait un territoire de 33 millions de kilomètres carrés, presque un quart des terres émergées de la planète. 100 millions d'êtres humains vivaient sous la domination des Mongols. Dans les premiers temps, les Mongols décimaient les populations musulmanes. Mais petit à petit, ils ont commencé à se mêler aux habitants des terres qu'ils avaient conquises et ont fini par se convertir à l'islam. À Ispahan, en Iran, la mosquée du vendredi en témoigne. Après avoir été ses ennemis féroces, les Mongols sont devenus des adeptes fervents de l'islam.
Les inscriptions dans le mihrab commémorent la conversion de l'arrière-arrière-petit-fils de Gengis Khan. Ce revirement a considérablement changé l'existence des peuples vaincus, comme l'ont révélé des fouilles archéologiques menées dans l'est de l'Anatolie, l'ancien fief de l'Empire seldjoukide. Alat était alors une ville commerçante prospère. Aujourd'hui, elle compte plusieurs cimetières seldjoukides très importants sur le plan historique. Les 4000 tombes qui ont traversé les siècles sont autant de témoignages de la vie de l'élite de la société entre les 11e et 15e siècles. Mais ce sont les grottes qui se trouvent à proximité qui attestent des relations entre les différentes tribus mongoles et les populations conquises. Les fouilles ont montré que les envahisseurs avaient appris à cohabiter avec les populations locales. Ici, à Alat, il semble qu'une communauté de Seldjoukides, de Ilkhan, des Mongols venus d'Iran, et de bouddhistes originaires de Mongolie ait vécu en bonne intelligence au point d'être enterrés côte à côte. Les 700 grottes du site ont été explorées. Il n'y a qu'ici qu'on a mis au jour ces ornements composés d'une voûte avec 2 phénix et une fleur de lotus au milieu. L'important, c'est justement cette combinaison avec les phénix et la fleur de lotus. C'est la même qu'on retrouve dans les temples rupestres bouddhiques en Chine et ailleurs en Asie. Le phénix et le lotus sont des symboles communs à plusieurs religions. Ce n'est pas spécifique à cet endroit. C'est le fait qu'ils aient été sculptés sur la voûte et avec cette forme précise qui laisse à penser que la grotte était utilisée par des bouddhistes. Cette découverte est la preuve que l'islam a encouragé les Mongols à vivre en meilleure entente avec d'autres cultures. Cette plus grande harmonie culturelle et religieuse n'a cependant pas été synonyme de paix et de tranquillité à travers toute l'Asie centrale. Le sport traditionnel de toute cette région, le bouzkashi, en est la meilleure preuve. Il y a environ 700 ans, l'Empire s'est retrouvé sans figure dominante à sa tête, comme Gengis Khan ou le sultan seldjoukide. Du fait de cette vacance du pouvoir, la région s'est trouvée divisée par des luttes intestines entre des chefs de guerre rivaux. Il a fallu attendre le milieu du XIVe siècle pour qu'un nouveau chef issu du Khanat de Djaghataï, d'ascendance à la fois turque et mongole, bâtisse un nouvel empire islamique. Il s'appelait Tamerlan. Tamerlan prétendait qu'il était un authentique mongol et qu'il était le seul à comprendre réellement l'héritage de Gengis Khan. Son ambition était de créer un empire capable de rivaliser avec celui de son modèle. L'une après l'autre, les villes sont tombées devant lui, comme autrefois devant les hordes mongoles de Gengis Khan. Et comme autrefois, elles ont été mises à sac et détruites. Si
Si Tamerlan s'est montré aussi cruel que son illustre prédécesseur, il n'était pas motivé uniquement par la soif de sang. Guerrier nomade par nature, c'était aussi un grand dirigeant musulman qui ne voulait pas laisser le souvenir d'un conquérant ivre de destruction. Malgré ses origines nomades, Tamerlan était conscient qu'il devait donner l'image d'un souverain sédentaire et urbain. Mais pour ça, il lui fallait une capitale. Son choix s'est porté sur une ville à une centaine de kilomètres de Kesh, où il était né. Samarcande. Comme Bukhara, Samarcande s'était enrichie grâce au commerce de la soie et avait été détruite par les hordes mongoles 2 siècles auparavant. Tamerlan était déterminé à lui redonner sa gloire passée. En 1399, il avait plus de 60 ans lorsqu'il a fait construire la mosquée Bibi Kanoum. Symbole de son ambition démesurée, elle est encore aujourd'hui une des plus grandes mosquées du monde. Nous sommes devant la mosquée du vendredi de Tamerlan. Sa façade est la plus longue jamais construite en Asie centrale. Elle mesure 20 mètres de long. C'est extrêmement rare. La structure de cette façade est parfaitement symétrique, de part et d'autre d'un axe central. Vous le voyez, il y a 2 minarets de chaque côté. À l'origine, la mosquée avait 3 étages. Mais il n'en reste que 2. L'étage supérieur s'est effondré. La façade et le bâtiment lui-même reposent sur une sorte de plateforme et s'élèvent à 47 mètres de haut. Seul Tamerlan était capable de faire construire un tel monument. La ville de Samarcande est devenue une des plus belles métropoles du monde musulman, ce qui lui a valu le surnom de Perle de l'Orient. À son apogée, elle comptait 150 000 habitants. Elle attirait non seulement les marchands qui empruntaient la route de la soie, mais aussi les artisans et les artistes que Tamerlan avait rassemblés autour de lui au fil de ses conquêtes. L'héritage de Tamerlan est toujours perceptible. Bâti par son petit-fils Ulugh Beg, le régistant symbolise le sens de la démesure des Timurides. Il montre aussi combien ces mécènes ont encouragé les arts et l'enseignement. Nous voici sur la place du Régistan. Devant nous, la meilleure médersa à l'époque d'Ulugh Beg.
surnommée l'université la plus haute et la plus prestigieuse. Son architecture est impressionnante. L'harmonie des formes et la beauté de la structure sont remarquables. On n'y enseignait pas uniquement des matières religieuses comme la charia, mais aussi les sciences, les mathématiques et l'astronomie. À la fin du XIVe siècle, Samarcande était l'épicentre de la Renaissance islamique. La ville était le cœur d'un empire qui stimulait les échanges commerciaux et intellectuels entre l'Orient et l'Occident. Le rêve de Tamerlan s'était réalisé. En 4 siècles, l'Asie centrale était devenue un creuset d'où étaient sortis les conquérants les plus grands, mais aussi les plus sanguinaires que le monde ait connus. Leur règne avait été marqué par l'épanouissement d'une civilisation remarquable, mais aussi par une destruction et une violence sans pareille. S'ils avaient réussi à étendre leur domination à l'ouest de leur steppe natale, ils n'avaient en revanche jamais réussi à s'imposer dans les régions situées à l'est. Tout a changé au début du XVIe siècle avec un descendant de Tamerlan et Gengis Khan. Le premier empereur moghol Babur a décidé d'implanter les idées et la culture d'Asie centrale dans une région du monde complètement nouvelle, l'Inde. Gengis Khan aussi avait voulu conquérir l'Inde. Il était allé jusqu'aux frontières indiennes, puis il était reparti. Tamerlan avait fait exactement la même chose. Babur, lui, a dit « Je suis allé en Inde parce que ce pays appartenait à mes ancêtres ». Le 21 avril 1526, c'est dans la plaine de Panipat que se sont affrontés l'armée du prince moghol Babur et les troupes du sultan de Delhi. 15 000 soldats et quelques pièces d'artillerie face à 150 000 hommes et 300 éléphants de guerre. Pourtant, en quelques heures, Babur a écrasé les forces du sultan Ibrahim Lodi, tué pendant la bataille. Cette victoire a marqué la fondation de l'Empire moghol. Mais si Babur était désormais le souverain d'un des royaumes les plus riches du monde, il n'aimait pas son pays d'adoption. Pour quelqu'un qui était originaire d'Asie centrale, l'Inde, ou l'Hindoustan comme on disait, était une terre d'abondance. Il suffisait de planter la moindre graine pour qu'elle pousse miraculeusement. Mais on sait que Babur ne s'y plaisait pas parce qu'il l'a écrit dans ses mémoires, le Baburnama. L'Hindoustan est une région sans grand charme. Ses habitants ne sont pas beaux. Quant aux relations sociales et aux visites, elles sont inexistantes. Il n'y a aucune symétrie, aucune méthode, ni aucune qualité dans l'artisanat et le travail. Il n'y a ni bons chevaux, ni bons chiens. Pas de bons raisins, de bons melons ou de bons fruits en général. Pas de bougies, de torches, ni même de bougeoirs.
Malgré son mépris, Babur n'avait pas l'intention d'abandonner ce pays qu'il avait conquis. Et puisqu'il ne voulait pas retourner vivre en Asie centrale, il a décidé de recréer une petite oasis timouride en Inde. Voici un charbagh, un jardin moghol typique, une tradition que Babur a introduite dans le paysage indien. Le charbagh représente un lien très ténu avec les paysages qu'il avait quittés. Il a voulu superposer un ordre spatial familier à une terre étrangère. Dans ce sens, ces jardins constituent une sorte de marquage territorial, une façon d'exercer un contrôle sur cette terre. Les canaux rappelaient à Babur les torrents d'Asie centrale, le paradis sur terre qu'il avait dû abandonner. Mais dans leur conception générale, les jardins moghols symbolisaient aussi le paradis céleste. Le Coran décrit le paradis comme un endroit où coulent plusieurs rivières. Dans le jardin d'Éden originel, il y avait d'innombrables arbres fruitiers, des vergers et des buissons qui embaumaient, puisque le parfum est une des composantes du paradis. Les charbaghs étaient un symbole de raffinement. Toute personne un tant soit peu importante se devait d'avoir un jardin avec des canaux ou une rivière. En recréant un peu de son Asie natale, Babur était motivé par le désir de se sentir chez lui et de marquer l'Inde de son empreinte. Mais son ambition suprême était de reconstituer un empire digne de celui de ses ancêtres Tamerlan et Gengis Khan. Son territoire s'étendait désormais sur des milliers de kilomètres à travers l'Inde du Nord. Et au cours des 30 ans qui ont suivi sa mort, ses successeurs ont fait bâtir des monuments extraordinaires. Le premier est un tombeau construit pour son fils Humayun. Pour la première fois, l'architecture d'Asie centrale fusionnait avec les matériaux et l'artisanat indien. Cela paraît incroyable que les Moghols soient parvenus à une telle perfection dès la première réalisation de la dynastie en Inde. 4 siècles plus tard, les visiteurs sont toujours impressionnés par la splendeur du bâtiment. Les Moghols avaient compris une chose importante. S'ils voulaient que leur empire dure, ils ne pourraient pas se contenter d'importer en Inde les idées et la culture d'Asie centrale, comme Babur l'avait fait avec ses jardins. Il leur faudrait composer avec la population et ses traditions. Le tombeau d'Humayun était un caveau familial. Aujourd'hui encore, on l'appelle la maison de Tamerlan, parce qu'il contient 160 tombes de familles mogholes. Mais ce qui fait sa particularité, c'est le fait qu'il s'agit de la première tombe-jardin de cette taille. Le dôme mesure près de 45 mètres de haut. Le bâtiment lui-même couvre une superficie de plus de 8000 mètres carrés. L'épi de faîtage fait 6 mètres. L'ensemble contiendrait facilement une dizaine de tombeaux comme on les faisait avant à Delhi. Sa construction marque le début de l'ère des Moghols en Inde. C'est le symbole de la présence permanente de cette dynastie nouvelle, et bien plus puissante que toutes les précédentes. Aujourd'hui, d'importants travaux de restauration ont été entrepris sur plus de 72 niches. Ils montrent que les Moghols avaient intégré de nombreux éléments de la culture indienne. Les motifs géométriques sont d'inspiration persane, mais les artisans sont indiens, tout comme il y a 3 siècles quand le mausolée a été construit.
L'important dans ce tombeau, c'est que des artisans perses et indiens sont parvenus à réaliser une synthèse quasiment parfaite de l'architecture timouride. On reconnaît le motif de crénelure. Il y a aussi l'étoile à 6 branches caractéristique qu'on retrouve dans l'architecture musulmane jusqu'en Turquie et même plus loin. Des voûtes, des dômes, des minarets d'angle, de la céramique. Ce n'est pas étonnant qu'on ait choisi ce style pour le plus célèbre des monuments moghols, le Taj Mahal. Le tombeau d'Humayun est le précurseur du Taj. L'intégration culturelle a joué un rôle important dans l'implantation de l'Empire moghol. Mais pour être durable, elle exigeait plus que la fusion d'influences architecturales différentes et l'emploi d'artisans locaux. Le style de vie de la cour était l'apanage de l'élite moghole. Au XVIe siècle, cela représentait environ 700 notables qui gouvernaient une population de 120 millions de personnes. Les Moghols se sont trouvés confrontés à un défi de taille. Ne pas s'aliéner une population totalement différente sur les plans culturels, économiques et surtout religieux. En effet, elle était hindoue à 90%, tandis que les Moghols étaient des musulmans sunnites orthodoxes. Les premiers empereurs moghols sont parvenus à instaurer une certaine harmonie, malgré les divisions potentielles. Un des éléments de leur réussite a été le soufisme. Cette branche de l'islam allait jouer un rôle essentiel dans la conversion des hindous à la religion des souverains moghols. Aujourd'hui encore, des sanctuaires comme celui de Nizamuddin Aulia attirent de nombreux fidèles. Depuis 700 ans, c'est un lieu sacré. Pas seulement un lieu de pèlerinage, mais un endroit où les gens viennent se faire bénir selon le rite soufi, communiquer avec eux-mêmes et avec un ordre mystique supérieur, et écouter du qawwali. C'est une échappatoire mystique dans une ville comme Delhi. Le soufisme est le mysticisme de l'islam. Les soufis aiment Dieu par-dessus tout. Ils sont dans une quête permanente de Dieu. En 1200 après Jésus-Christ, un flot constant de fidèles est arrivé de Multan au Pakistan et d'Afghanistan pour porter le message d'un autre islam. C'est comme ça que Delhi est devenu le cœur de l'islam soufi. Lorsque les Moghols ont conquis l'Inde, ils n'ont pas hésité à encourager le soufisme, comme leurs ancêtres l'avaient fait en Asie centrale. Dans ce creuset multireligieux, une telle décision a largement contribué à faire accepter leur domination. Il y a des religions qui interdisent leurs lieux de culte aux non-pratiquants. Les soufis, eux, sont extrêmement accueillants. Personne n'est exclu. Le soufisme a beaucoup aidé les Moghols. Ils n'auraient jamais pu gouverner un empire aussi vaste
s'ils avaient soutenu seulement une certaine frange de sa population. Les soufis leur ont appris qu'il faut accueillir tout le monde sans faire d'exception. Les premiers empereurs moghols avaient tout intérêt à encourager la propagation du soufisme, car l'ouverture de cette doctrine sur les autres religions permettait d'éviter les conflits. Grâce à une organisation administrative structurée, et grâce à la fusion des valeurs culturelles et religieuses d'Asie centrale et d'Inde, le puissant empire moghol a connu une longue période de stabilité politique et a accumulé les richesses. Il a connu son apogée pendant le règne de Shah Jahan et a aussi commencé à attirer l'attention du reste du monde. À l'époque de Shah Jahan, l'Empire était extraordinairement riche. Des voyageurs venus du monde entier ont témoigné de sa splendeur. Voici le récit de 2 Hollandais. Ici, les nobles vivent dans un luxe inouï. Leur seul souci est de jouir de tous les plaisirs possibles. Dans le palais de ces seigneurs, on peut admirer des trésors qui brillent et scintillent sous les yeux de tous. Shah Jahan souhaitait étendre cette splendeur à tout son empire. En 1638, il a quitté Agra et a choisi comme capitale Delhi. Il l'a rebaptisée Shah Jahanabad et a décidé d'y faire bâtir des édifices dignes de ses ancêtres. La Jama Masjid rappelle les mosquées monumentales de Tamerlan en Asie centrale. Quant au Fort Rouge, il surpasse les palais des premiers souverains moghols. À son achèvement, Shah Jahanabad passait pour être la plus grande capitale du monde et la plus somptueuse. Mais c'est sur la rive de la Yamuna à Agra que Shah Jahan a fait ériger le monument qui symbolise à jamais la splendeur de l'ère moghole. Pourtant, le Taj Mahal n'était pas un symbole de puissance, mais l'expression de l'immense chagrin et de l'amour éternel du souverain pour son épouse. Mumtaz Mahal était la favorite de Shah Jahan. Elle est morte en donnant naissance au 14e enfant du couple. Shah Jahan a été anéanti. Il a voulu immortaliser l'amour qu'il lui portait et perpétuer à jamais son souvenir. C'est comme ça que Shah Jahan imaginait le paradis. Le marbre blanc représente la sérénité et la paix. Le paradis étant un lieu parfaitement ordonné, tout est symétrique. Chaque chose est à sa place. Il n'y a pas de place pour le chaos.
Bien qu'il s'agisse d'un mausolée, le Taj Mahal est la réalisation la plus sublime de Shah Jahan et de l'ère moghole. Le Taj Mahal marque l'apogée du règne de Shah Jahan, mais aussi de l'Empire moghol. Il représente la paix, la sérénité, l'harmonie et la symétrie, en quelque sorte une métaphore de l'Empire et de sa longévité. En suivant les traces de ses ancêtres, Shah Jahan a fait bâtir un monument qui reflétait le passé, son héritage d'Asie centrale, et célébrait le présent, la grandeur de l'Empire moghol. Mais ce monument était également la promesse d'un avenir. Il témoignait de façon glorieuse de la réussite extraordinaire des empereurs moghols, originaires des steppes d'Asie centrale, le creuset asiatique où le monde moderne a peu à peu pris forme. La semaine prochaine, des premiers sultans jusqu'au règne de Soliman le Magnifique, nous revivrons l'ascension de l'Empire ottoman.